Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces opérations d'exportation de produits agricoles et halieutiques en ce début d'année, la Libye et le Sénégal, entre autres destinations. La loi de finances 2025 en vigueur, le texte prévoit plusieurs mesures pour encourager l'innovation et la création de start-up. L'Algérie préside ce mois de janvier le Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat durant lequel elle s'emploiera à défendre les causes palestiniennes et sahraouies. Coup d'envoi à Constantine de la semaine du costume féminin de cérémonie, le costume propre à la région est du pays. En football, en compétition africaine, 3 clubs algériens à pied d'œuvre aujourd'hui. Le Mouloudia en Ligue des Champions, le CSC et l'USMA d'Alger en Coupe de la CAF. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs opérations d'exportation hors hydrocarbures réalisées en ce début d'année, des produits agricoles et halieutiques, des exportations à destination essentiellement de pays africains. Les détails avec Ebti Halatoun. L'Algérie entame 2025 en consolidant sa position sur les marchés internationaux, notamment grâce à une montée en puissance de ses exportations halieutiques. D'ailleurs, 13 tonnes de poissons d'eau douce sera exportée demain vers le Sénégal. Zouber Rabot, opérateur économique dans les exportations des produits halieutiques. Là, j'ai normalement une petite expérience que j'ai déjà fait avec le Sénégal dans la carassa de produits de barrage. Et maintenant, on est en train de faire un conteneur pour l'envoyer à Dakar, et ça sera peut-être demain ou après-demain, si tout va bien. Ça sera après une continuité durable. Et c'est un produit qui n'est pas demandé ici en Algérie, c'est un produit de barrage. Parallèlement, le secteur agricole contribue également à cette diversification des exportations. D'ailleurs, 500 tonnes d'oignons rouges ont été expédiées vers la Libye, confirmant ainsi le potentiel du pays à répondre à la demande croissante des marchés régionaux. Toufer Hadkhil, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Concernant cette opération d'exportation à partir de la wilaya de Khenchela de 500 tonnes d'oignons, c'est une excellente chose. Pourquoi? Parce qu'actuellement, cette année, il y a une surproduction concernant l'oignon. C'est une opportunité en fin de compte qui s'ouvre à nos opérateurs pour pouvoir exporter et pour pouvoir proposer le produit au marché étranger, notamment pour la Libye. Parce que la Libye est un marché qui est énormément consommateur de fruits et de légumes. Et donc, en fin de compte, c'est une première opération et on espère qu'il y aura d'autres opérations comme cela. Cette dynamique résulte des efforts des pouvoirs publics pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux hydrocarbures, contribuant à hauteur de 15% au PIB, avec une valeur ajoutée de 37 milliards de dollars. Brahim Djeribi, président de la Chambre d'agriculture, Wilaya d'Alger. Ces dernières années, on assiste vraiment à une grande dynamique du secteur agricole selon les orientations du président de la République. À cet effet, l'agriculture participe à peu près 15% du PIB. Donc on assiste à une grande abondance de la production agricole, toutes les filières, donc pour les agrumes, pour les produits maraîchers et les pommes et autres halieutiques également. Pour rappel, en 2024, les exportations agricoles ont atteint les 1,4 milliard de dollars, une progression notable. D'ailleurs, les dates ont généré 100 millions de dollars, tandis que les fruits et légumes, comme les pommes de terre et agrumes, ont attiré une forte demande, notamment en Europe. Potentiel exportable dans la région agricole de Moulbouagui. Des opérations sont déjà inscrites pour cette année concernant l'ail, en particulier un produit réputé dans cette wilaya. Nasser Benissam. Considérée comme wilaya à vocation agricole, la wilaya de Moulbouagui est connue pour sa forte production céréalière, mais compte également un potentiel exportable en matière de produits agricoles. C'est ainsi que la wilaya, selon l'inspecteur phytosanitaire de la wilaya, direction des services agricoles, exportait en 2018 vers la Mauritanie 800 quintaux de produits agricoles, pommes de terre, oignons, ail, carottes, choux, citrouilles, betteraves, navets, concombres et même des dattes. Ces dernières ont été exportées à partir de chambres froides dans la wilaya de Moulbouagui. En 2020, 940 quintaux d'oignons vers la Libye et l'objectif pour ce mois de janvier 2025 est l'exportation de 5000 quintaux d'ail vers la Tunisie et la Libye. L'ail occupe une place importante parmi ces produits. La superficie plantée durant la campagne 2023-2024 a été de 806,5 hectares et ont donné une production de 197 200 quintaux. Par ailleurs, et selon la subdivision de l'agriculture de la Daïra de Enfkron, 13 367 peaux de moutons ont été exportés en 2023 vers l'Inde et les Émirats arabes unis et en 2024, 17 353 vers les Émirats arabes unis. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger Chaîne 3.
Le secteur de l'agriculture qui continue de bénéficier d'investissements importants. La wilaya de Mostaganem verra la réception ce mois de janvier de 5 centres de stockage, dont un aujourd'hui. Les détails avec Yamina Hamdoud. Dans la commune de Sidi Ali, un centre de stockage des céréales d'une capacité de 50 000 quintaux est en cours de réalisation avec un taux d'avancement de 85%. Financé à hauteur de 2,65 milliards de dinars, le projet est prévu pour être livré le 18 janvier. À Oued El Khair, un centre similaire d'une capacité de 5 000 tonnes est réalisé. La livraison est attendue ce dimanche. Les efforts de l'entreprise de réalisation et des équipes techniques ont été salués, notamment pour le respect des délais et la qualité des travaux. Par ailleurs, dans la commune de Boguerat, l'entreprise en charge s'est engagée à terminer le projet d'ici fin janvier en cours. À Stidia, les travaux d'un autre centre financé à hauteur de 2,72 milliards de dinars progressent à 65%. Des instructions ont été données pour accélérer le rythme des travaux et respecter les délais. À défaut, des sanctions seront envisagées contre l'entreprise en charge du projet, y compris une éventuelle résiliation du contrat et son inscription sur la liste noire. Ces infrastructures permettront de renforcer la capacité de stockage et d'appuyer les filières locales de production des céréales. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Alger 3. La loi de finances 2025 en vigueur, elle introduit de nouvelles mesures destinées notamment à promouvoir l'innovation et le développement des startups. Des exonérations fiscales sont notamment prévues. Samia Alloun pour les détails. La loi de finances 2025 connaît l'introduction d'une série de mesures qui visent à développer l'écosystème entrepreneurial, à l'instar d'exonérations et incitations fiscales pour la création d'entreprises innovantes, de start-up, qui soutiennent activement la recherche et le développement. Moussa Boubacar, chargé de l'incubateur de l'université d'Ilizi. Nous assistons aujourd'hui à des avancées concrètes visant à améliorer le climat de la recherche scientifique et à renforcer l'innovation, notamment au niveau des incubateurs. Ces réformes auront un impact positif sur les projets actuellement incubés. Cela allégera les charges financières pesant sur ces projets. De plus, les incitations fiscales offertes aux entreprises investissant dans la recherche et le développement renforceront leur collaboration avec les grandes institutions, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de financement et de partenariat. Des mesures incitatives qui encouragent les incubateurs à aller plus loin, comme se doter d'infrastructures qui aident à la concrétisation des différents prototypes et projets innovants, ou encore le développement des programmes d'incubation qui répondent aux besoins exprimés par les startups et porteurs de projets. Mouad Mohamed El-Monsef, gérant de l'incubateur Smart Academy à Tougourt. L'article 142, en prolongeant les exonérations fiscales de 2 à 4 ans, va bien au-delà d'un simple allègement financier. Cette mesure offre une opportunité précieuse pour renforcer les capacités d'investissement dans des initiatives structurantes. En réduisant la pression fiscale, l'État nous permet de jouer pleinement notre rôle d'accélérateur d'idées et de projets. Des réformes qui s'inscrivent dans la vision de l'Algérie de renforcer davantage l'économie de la connaissance et de soutenir la transition vers une économie diversifiée et durable, tout en contribuant à créer un environnement propice à l'innovation, tout en attirant les investissements. Et à propos d'innovation, le Centre de recherche des technologies avancées lance aujourd'hui la 11e édition du séminaire national sur le laser et ses applications. Une occasion pour les chercheurs experts d'échanger sur les nouveautés en termes de l'exploitation de cette technologie. Mohamed Atarayesh, directeur du Centre de recherche en technologies avancées. Le laser est une technologie transversale qui touche à tous les domaines techniques et technologiques. Le laser est utilisé pour sa puissance concentrée, pour son énergie élevée dans le traitement des matériaux. Il est utilisé aussi pour sa directivité, pour transmettre l'information. Tout ce qui est fibre optique, c'est le laser. Dans les télécoms, c'est devenu vital pour tous les pays du monde. Il y a aussi le traitement des matériaux, la caractérisation des matériaux. Nous faisons des choses avec le secteur de l'énergie pour la caractérisation de certaines pièces mécaniques et nous utilisons des techniques à base de laser. Il y a également tout ce qui est surveillance du parc forestier national en matière de protection contre les incendies. On utilise aussi le laser. Il y a également tout ce qui est autonomie en énergie, le laser solaire, autonomie en énergie pour les zones isolées. Il y a beaucoup de domaines. L'inventaire forestier, l'inventaire des surfaces agricoles. Ça se fait avec le laser de façon beaucoup plus efficace que l'utilisation des caméras. Des propos recueillis par Samia Alloun. L'Algérie préside ce mois de janvier le Conseil de sécurité de l'ONU, un mandat durant lequel la diplomatie algérienne s'emploiera à défendre les causes justes conformément à ses principes. Hanan Seissi. Et l'un des principes cardinaux, la paix, tirée d'abord du vécu et d'un long combat contre le colonialisme. Aujourd'hui, l'Algérie, par la voie de sa diplomatie, s'attelle à instaurer une paix juste, nous dit Riyad Saïdaoui, politologue expert de la question internationale.
L'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2024. L'Algérie préside le Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2025 pour un mois. Et quand on parle du Conseil de sécurité, évidemment, on parle de la paix. Et la philosophie de la diplomatie algérienne, c'est établir la paix dans le monde entier. Mais la paix juste. Ce n'est pas l'occupation, ce n'est pas la colonisation. L'Algérie a vécu une guerre atroce contre le colonisateur français. C'est ça qui réclame l'Algérie. C'est la paix juste dans le monde. Et quand il y a une paix juste, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. L'Algérie demeure ainsi fidèle à ses idéaux, notamment le règlement pacifique des conflits, relève Badis Khnissa, politologue. Son expertise, son expérience et même sa force de proposition pragmatique font de l'Algérie aujourd'hui un allié sérieux, surtout un curseur de paix à l'échelle régionale, continentale et même, je dirais, mondiale. Donc l'Algérie, par sa diplomatie active et très engagée, sous la direction et vision éclairée du président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a cessé d'œuvrer résolument, sans contrepartie d'ailleurs, à élaborer et accompagner des plans de paix et des processus de stabilité, car l'ADN de la diplomatie algérienne place toujours l'intérêt commun des États comme une des priorités absolues. Et là, l'on note la stabilité comme principe pour l'intérêt des peuples à travers le dialogue politique, souligne Arslan Chikhaoui, expert international en géopolitique. L'Algérie est en train de prôner même en interne le dialogue politique. La dimension dialogue politique, la dimension politique prime et par conséquent, l'Algérie est un pays qui prône, qui continuera à prôner l'autodétermination des peuples et la résolution des conflits par des solutions politiques, des solutions de dialogue et de réconciliation inclusive. La preuve en est un élément clé important. La trilatérale en Afrique du Nord, constituée de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie, fait partie de cette dimension de promouvoir la stabilité régionale et sous-régionale. Notre pays est ainsi attaché à la promotion de la culture de la paix, tant sur le plan régional, continental qu'international, un principe qui se décline, Nariman, à travers le plan d'action annoncé par la représentation diplomatique algérienne à la tête du Conseil de sécurité. Et parmi les causes justes défendues par l'Algérie, la question sahraoui, le président de la RASD, Brahim Ghali, a félicité l'Algérie et mise sur 2025, une année durant laquelle la lutte se poursuivra pour l'autodétermination. L'année 2025 marquera le 50e anniversaire de l'invasion et de l'occupation marocaine du Sahara occidental. Et cette année marquera également le 50e anniversaire de l'un des plus importants acquis du peuple sahraoui, l'anniversaire de l'unité nationale, cet événement historique à travers lequel le peuple sahraoui a décidé de lutter sous la direction de son unique et légitime représentant, le Front Polisario, avec ses objectifs sacrés, à leur tête celui de vivre libre et dignement dans le cadre d'un État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire national. Autre cause défendue, la cause palestinienne, alors que Gaza vit quotidiennement sous les bombes et les bombardements, le témoignage du journaliste palestinien Yahya Yaqoubi, contacté par Karima Bennour. Selon les dernières statistiques publiées par le gouvernement de Gaza, l'occupant sioniste a tué plus de 184 Gazaouis dans 94 raids et cela en 72 heures. L'armée sioniste continue de bombarder des ensembles de maisons, tuant des familles dont la plupart sont des femmes et des enfants. Et ces massacres se déroulent au moment où les négociations pour l'arrêt de la guerre avancent. Et c'est à chaque fois qu'il y a des pourparlers pour la paix que l'occupant redouble de férocité et de criminalité. Les semaines à venir s'annoncent encore plus sombres pour les Palestiniens de Gaza puisque l'activité de l'UNRWA sera interdite par l'occupant, le président d'une association d'aide aux Palestiniens, Mahmoud Kellah. Depuis la Nakba palestinienne, le Nord-Ouest prend en charge les réfugiés dans le monde arabe, en Palestine, en Jordanie, au Liban. Cette association a construit 1500 refuges pour des milliers de Palestiniens. Elle s'occupe également de la prise en charge médicale des Palestiniens, de leur santé, de leur éducation et de l'environnement. Cette décision d'arrêter son travail est très grave. Plus d'1 million d'enfants seront privés d'école. Les Palestiniens seront sans médicaments et sans hygiène. Nous demandons aux institutions internationales d'intervenir pour empêcher la fermeture de l'UNRWA par l'entité sioniste.
Des propos recueillis par Karima Bennour. L'ANP publie son bilan 2024. 51 terroristes et 457 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été neutralisés par différents détachements de l'Armée nationale populaire qui ont également récupéré d'importantes quantités d'armes et de munitions. Les unités de l'ANP ont par ailleurs multiplié leurs efforts afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, ce qui a permis l'arrestation de plus de 2600 narcotrafiquants et la mise en échec de l'introduction de près de 37 tonnes de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 631 kg de cocaïne et 25 millions de comprimés psychotropes ont été saisis. Des agressions liées aux psychotropes, le syndicat national des pharmaciens d'officine a signalé et condamné plusieurs cas survenus ces derniers jours. Son président Messoud Belambri, contacté par Maïssa Smaïl. Ce sont des agressions vraiment violentes ayant entraîné des incapacités. L'une d'elles à Enmelila, elle a eu lieu avec un fusil de chasse lors d'une garde de nuit. La deuxième a eu lieu jeudi à Mascara avec coups et blessures. Et la troisième, elle a eu lieu le vendredi à Oran. Ces violences ont toujours pour objet l'obtention de manière illégale des psychotropes. Il y a un désarroi au niveau des officines parce que ces agressions se multiplient. Il y a de quoi attirer l'attention des pouvoirs publics. Nous souhaitons que des mesures urgentes soient prises, notamment sur le terrain. Nous souhaitons que des rondes soient effectuées de manière plus fréquente, plus intense. Il est très important que les outils juridiques soient actionnés. Un sujet sur lequel nous aurons à y revenir. L'organisation des urgences médicales, un impératif pour une meilleure prise en charge du malade. La numérisation peut faciliter le processus, sachant que la plupart des cas reçus à l'hôpital peuvent être traités au niveau des centres de santé de proximité. Rachid Belhadj, président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Nous avons essayé d'organiser nos urgences, de les humaniser, etc. Mais il faut un programme national, un suivi rigoureux. Il faut distinguer justement le personnel qui travaille dans ces urgences-là. Il faut créer un système d'évaluation et de demander des comptes à des gens qui sont responsables du management des urgences, du management de ce qui est autour des urgences, de valoriser le personnel, de les former aussi et de sensibiliser le citoyen. On a inauguré les urgences du CHU, ça a été beau, c'était bien fait, etc. Puis avec le temps, on a remarqué qu'ils ont été inondés parce qu'on n'a pas appliqué le système de filtration. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un centre de tri. Nous recevons, écoutez bien, chaque jour, plus de 280 malades. Mais le comble, sur les 280 malades, jusqu'à 90% relève d'une simple prise en charge au niveau des polycliniques. La véritable urgence, ça ne représente que 10%. C'est pour ça l'intérêt de la numérisation, la traçabilité du passage du patient, l'évaluation, la formation, et il y a aussi le côté humanisation. Le Musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles à Constantine organise la semaine du costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien, inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Hayat Karboua, notre correspondante, assiste aujourd'hui à ce lancement. L'inscription de la tenue traditionnelle de l'Est et ses accessoires sur la liste prestigieuse du patrimoine universel de l'UNESCO vont être célébrés durant une semaine ici à Constantine, au moins dans 2 endroits, d'abord à la Médersa, puis après au Palais du Bey. Pour aujourd'hui, une quinzaine de femmes artisanes qui ont tenu à montrer leur savoir-faire pour la confection de cette robe en velours brodé avec du fil d'or et qui exige beaucoup d'habileté et de patience. Écoutons نورا رجام artisane. قندورة المجبود هي قندورة اللي تدي الوقت من 6 شهور حتى لعام باسكو تخدم فيل على فيل. كاين اللي يخدمها بالذهب ça coûte très cher توصل 150 مليون 200 مليون واصلها كان هكا. دركا ولينا نخدموها بالينوكس. on donne على القندورة توجور عندنا سيرتيفيكا دو غارانتي دو 15 ans jusqu'à 21 ans. ان شاء الله نبقاو ديما نحافظوا على التراث تاعنا. الجزائر غنية عن اي تعريف وغنية عن اي دفاع. Au programme, un défilé de mode en tenue traditionnelle et des ateliers de confection de la robe khatefa et d'autres robes selon les méthodes traditionnelles, une manière de préserver et faire perdurer ce précieux patrimoine ancestral. Constantine, Hayat Karboua, Alger 3. L'actualité, c'est également le football et ses clubs algériens engagés aujourd'hui en compétition africaine. Hamza Rahmouni.
Tout à fait, on va commencer par la plus prestigieuse des compétitions du continent, la Ligue des champions d'Afrique, avec le second représentant, le Mouloudia d'Alger, qui affrontera ce soir à partir de 20h les Soudanais d'El Hilal Omdurman, une rencontre qui aura lieu à Nouakchott en Mauritanie en raison de la délocalisation des matchs des clubs soudanais. Le Mouloudia d'Alger qui est dans l'obligation de gagner et se racheter après sa défaite au match aller 1-0. Cette rencontre, rappelons qu'elle rentre dans le cadre de la 4e journée de la phase des poules. Dans le même groupe, hier, Young Africans a battu le TP Mazembe 3-1 en Coupe de la Confédération. On aura à partir de 17h tout d'abord dans le groupe C, l'USM Alger en déplacement à Abidjan pour affronter la SEC Mimosa. L'USM Alger qui s'est imposé à l'aller 3-0 doit négocier un bon résultat en terre ivoirienne à partir de 17h afin de prendre une sérieuse option pour la qualification en quart de finale. Et enfin, le second représentant, à savoir le CS Constantine, qui accueillera les Angolais de Bravos Domakis à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Dans ce groupe A, le CS Constantine qui est dos au mur malgré le fait d'avoir 6 points. Le CSC doit faire la différence et s'imposer face aux Angolais pour espérer se qualifier en quart de finale, puisque dans ce groupe A, les choses sont très compliquées. On a 3 équipes avec 6 points. Donc les 3 rencontres, à savoir ASEC Mimosa USM Alger au départ à partir de 17h, puis à 20h avec CS Constantine Bravos Domakis et El Hilal Mouloudia d'Alger seront bien évidemment retransmises en direct sur notre antenne. Merci Hamza. Selma Feguer et Ahmed Dadou étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, bien évidemment. Tahar à la régie d'antenne et Mouni au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bennour.